Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous vous emmenons à Jarablus. Nos correspondants ont pu rentrer dans cette ville qui était encore entre les mains du groupe État islamique il y a moins d'un mois. Nous irons aussi en Israël. L'interruption de travaux le samedi sur la nouvelle ligne Jérusalem-Tel Aviv fait polémique. Enfin, nous partirons en Égypte pour une autre polémique, la suspension d'animatrices de télévision en raison de leur surpoids. Direction Jarablus, il y a quelques semaines, cette ville syrienne à la frontière turque était encore sous le contrôle du groupe État islamique. Mais l'opération Bouclier de l'Euphrate, lancée par la Turquie, a permis sa libération. Elle est complètement détruite, mais les habitants qui avaient fui le groupe djihadiste ont déjà commencé à rentrer chez eux. Reportage de Meissa Awad, Hussein Assad et Fatma Kizilboga. De l'autre côté de la frontière turque, l'entrée de la ville de Jarablus, libérée de la présence de l'organisation État islamique il y a à peine 3 semaines. En ce premier jour de la fête sacrée de l'Aïd el-Adha, l'ambiance est à la fête. Scène inimaginable il y a encore peu de temps, des combattants de l'armée syrienne libre nous accueillent en dansant. Ça y est, j'y suis. Cela fait 4 ans que j'ai été forcé à immigrer. Je suis revenu ici il y a à peine 2 jours. Que Dieu soit loué. Une joie qui se lit également sur le visage des enfants, le temps d'une distribution de jouets organisée par des officiels turcs. Mais elle ne sera que de courte durée. Beaucoup repartiront les mains vides et le cœur brisé. Car les scènes de bonheur sont encore très rares à Jarablus et les infrastructures quasi inexistantes. Nous voulons de l'eau, de l'électricité. L'aide humanitaire n'est pas distribuée équitablement. Des inégalités aggravées par le retour de centaines de réfugiés qui ont décidé de regagner leur maison après le départ des djihadistes. Les gens de Jarablus sont revenus et ils veulent nous chasser. Ils demandent aux gens venus des villages alentours de sortir de leur maison. Les différents groupes militaires ne se préoccupent pas de nos problèmes. Parce que l'avancée vers les territoires plus au sud occupés par l'organisation État islamique se fait désormais plus lente, les combattants de l'armée syrienne libre comptent plus que jamais sur le soutien de l'armée turque. Vive notre président Recep Tayyip Erdogan, que Dieu nous le préserve. Si Dieu le veut, il sera le président de la Turquie, mais également celui de la Syrie. Conscients de leurs lacunes, ces milices de l'opposition espèrent recruter le maximum d'hommes, même parmi les plus jeunes. Jarablus n'est qu'une petite étape dans la lutte contre le groupe État islamique en Syrie. Et en Irak, l'objectif principal, c'est Mossoul. Cette bataille annoncée déjà depuis quelques mois se prépare avec l'aide de la France. L'armée française est impliquée dans l'entraînement des soldats irakiens et leur formation au combat. Nos confrères de France 2 ont pu filmer à l'intérieur d'une base près de Bagdad. Le visage des soldats français ont été floutés par mesure de sécurité. Nous sommes quelque part dans la région de Bagdad. La localisation de la base militaire doit rester secrète. Entourée de hauts murs en béton hérissés de barbelés, elle s'étend sur des kilomètres. Ici, on prépare des milliers d'Irakiens à la guerre contre Daesh. Pour la formation de ces hommes, dans l'ombre, ils sont plusieurs dizaines de militaires français. Là, leurs camarades sont pris sous le feu des djihadistes. Il faut leur porter secours. Là, ils apprennent à réagir face à une embuscade à courte distance. Donc, je leur montre plusieurs possibilités. Et donc, le jour J, ils devront mettre ça en application. Pas si simple. Certains soldats irakiens se posent déjà des questions. Admettons que je sois dans une tranchée et que l'ennemi bombarde. Je ne pourrais même pas sortir la tête pour pointer mon arme. 80% des victimes le sont à cause des explosifs. Kamikaze, bonbonne de gaz avec son détonateur, carafe d'eau remplie d'explosifs ou encore pas de porte piégée. Les élèves découvrent l'imagination des combattants de Daesh. Ils utilisent une pochette de perfusion, une seringue avec une bille. Quand on fait une pression sur la pochette de perfusion, la seringue remonte et ça déclenche la charge. Les Irakiens apprennent aussi à pénétrer dans des maisons piégées. Hey, tu n'avances jamais tout seul. Toi,
tu couvres ton camarade comme ça. Et toi, t'avances en surveillant la fenêtre. Et lève ton arme vers le toit. Ils sont ouvriers, étudiants ou chauffeurs de taxi et font encore bien des faux pas. Eux, ce sont déjà des soldats d'élite confirmés. La guerre, ils connaissent. Mais ils viennent ici pour peaufiner leur formation. Les officiers français qui les encadrent ne vont pas se battre avec eux. Les Français sont ici en Irak des conseillers, pas des combattants. L'entraînement reprend et à balles réelles. Go, 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 go! En moins de 5 minutes, ils doivent neutraliser les djihadistes, fouiller toutes les pièces et, comme ils disent, amasser du renseignement. Et ça commence par des photos. Un militaire français est à leur côté à chaque moment. Ok, celle-là, elle est bonne. Mais pas cette photo-là. On n'arrive pas à lire les numéros, ok? Tout peut apporter de précieuses informations sur l'ennemi, comme les téléphones, les clés USB ou bien sûr les ordinateurs qu'il faut saisir. Des exercices, du temps passé ensemble, ça crée des liens. Entre les militaires français et irakiens, le courant passe. Demain, on va courir ensemble. Ouais, super. Et des pompes. Oui, on va faire des pompes aussi. Mimo, je t'aime. Une touche française à Bagdad dans la guerre contre le groupe État islamique. Dieu créa le monde en 6 jours et il le bénit le 7e. C'est ce qu'on peut lire dans la Genèse de la Bible et c'est ce qui explique pourquoi le repos, le jour de Shabbat, est sacré dans la religion juive. Sacré au point de créer une polémique. Sous la pression des ultra-orthodoxes, les travaux sur la nouvelle ligne de train à grande vitesse reliant Jérusalem à Tel Aviv ont été interrompus le samedi. Une interruption non sans conséquences. Jérusalem et Tel Aviv, en 30 minutes de train. La création d'une ligne rapide pour relier ces deux villes distantes de 70 km est un élément important de la révolution des transports publics en Israël. Les travaux de construction ont commencé en 2010. Jusqu'à présent, une seule ligne ferroviaire existe. Son tracé date de l'époque du mandat britannique. À bord, il faut compter une bonne heure et demie de trajet. Pour le ministre des Transports, cette nouvelle ligne va changer la vie des milliers d'Israéliens qui font chaque jour la navette entre Jérusalem et Tel Aviv. D'un point de vue historique, ce projet est unique. Il est très important pour nous, au regard de toute l'histoire ancienne et récente, de connecter Jérusalem au reste du pays. Mais ces dernières semaines, les travaux ont provoqué un débat au sein de la classe politique israélienne à propos du travail le samedi, jour du Shabbat, sacré dans le judaïsme. Des politiciens ultra-orthodoxes qui prônent une application stricte des règles religieuses ont menacé de quitter le gouvernement si les travaux n'étaient pas arrêtés durant le Shabbat. Sous pression, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a cédé à leurs revendications, désavouant ainsi son ministre des Transports. Les ministres sont nommés pour prévenir les crises et pour résoudre les problèmes, pas pour les créer. La compagnie ferroviaire a donc été contrainte de suspendre non seulement les travaux, mais également des opérations de maintenance pendant Shabbat, provoquant l'interruption du trafic pendant plusieurs heures le dimanche en pleine heure de pointe. De nombreux Israéliens n'ont pas pu prendre leur train. Il y a des gens qui se sont réveillés à 5h30 du matin pour aller travailler et qui découvrent quand ils arrivent à la gare qu'il n'y a pas de train. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? L'arrêt du trafic le dimanche a provoqué la colère dans tout le pays. Plusieurs centaines d'usagers se sont rassemblés devant les gares pour conspuer le gouvernement et le Premier ministre, considéré comme le principal responsable de ces perturbations. Si vous êtes en surpoids et que vous souhaitez faire de la télévision en Égypte, le moment est mal choisi. 8 animatrices ont été sommées de perdre du poids et ont été suspendues de l'antenne en attendant de retrouver la ligne. Une véritable polémique est née de cette affaire, mais elle a eu le mérite de mettre le doigt sur un véritable fléau dans ce pays où plus de 60% de la population est en surpoids. Reportage d'Éric de Lavarenne. Pendant 25 ans, elle a été l'une des voix de la télévision égyptienne. Mi-août, Radija, comme 7 autres personnalités du petit écran, a été mise à pied pour cause de surpoids. On m'a dit que j'avais 1 mois pour maigrir et qu'ils verraient après si mon nouveau poids leur convient.
Mais ce à quoi je ressemble, c'est tout à fait acceptable par rapport à mon âge. Il n'y a rien d'extravagant à ça. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 62% de la population égyptienne est en surpoids, dont la moitié d'obèses. Ce phénomène touche, il est vrai, la plupart des pays, mais l'Égypte figure parmi les toutes premières nations. Depuis quelques mois, les médecins tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, la cause principale de l'obésité, c'est la junk food, la malbouffe. Beaucoup de mes patients ont un rapport émotionnel compliqué avec la nourriture. Ils mangent parce qu'ils sont stressés. Stressés au travail, ils ont des relations compliquées, des problèmes familiaux. Et tous ces facteurs sont en augmentation. D'autant que 2% de la population à peine fait du sport. Cette tendance générale reflète une manière de vivre. Peu d'exercice et une nourriture très sucrée et souvent très grasse. Des petits kiosques comme celui-là, il y en a partout au Caire. Ils ne désemplissent pas. Ici, on ne compte pas les calories. Qu'y a-t-il de gras là-dedans? Il y a 2 ou 3 gouttes d'huile à peine. Il n'y a pas tant de graisse que ça. C'est notre nourriture populaire. Ça permet de tenir toute la journée et de tenir au travail surtout. Tenir certainement, mais à quel prix? Le surpoids comme l'obésité ont aussi de graves conséquences sur la santé des Égyptiens. Un Égyptien sur 10 est diabétique. Et c'est une situation qui doit être prise en compte. Parce que lorsque vous avez des problèmes de santé à cause de l'obésité, par exemple des problèmes de cœur ou de diabète, vous êtes moins performant et ça devient un gros problème qui affecte notre productivité en tant que nation et qui affecte finalement la communauté dans son ensemble. Avec un adulte sur 3 en surpoids dans le monde, l'OMS parle d'épidémie. Une épidémie à laquelle les autorités égyptiennes ne semblent pas préparées et dont le coût à l'avenir pourrait s'avérer exorbitant si rien n'est fait. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.